Tout autre chose à présent, direction La Ciotat. Le salon nautique a débuté pour 6 jours. 45 000 visiteurs sont attendus. Les bateaux restent au centre des priorités de la ville depuis des décennies. Après des années de souffrance, les chantiers navals de La Ciotat vivent aujourd'hui une reconversion réussie dans la plaisance de luxe. Pour en parler, nous ouvrons notre page spéciale avec Noémie Dahan en direct de La Ciotat. Bonsoir Muriel, alors vous le savez, les exemples de reconversion industrielle réussie sont rares. Eh bien à La Ciotat, c'est le cas. La Ciotat, c'est l'histoire d'un ancien bastion rouge de la navale devenu le temple du luxe. 42 sociétés sont implantées, parmi elles Monaco Marine, Sailing Concept, Composite Works, puisque l'endroit est devenu aujourd'hui l'un des pôles leaders de réparation de haute plaisance. Et pourtant, il faut savoir que le chantier naval revient de loin. L'activité a bien failli s'arrêter. C'était sans compter la détermination d'un mouvement syndical très fort. Je vous propose de revenir sur cette histoire d'amour qui lie la ville au bateau, avec ce reportage de Robert Papin, Isabelle Vauchelet et Nicolas Harlet. La 4e mise à l'eau de grands navires opérés Déjà à la fin des années 60, des tankers de plus de 200 mètres étaient construits à La Ciotat. Mais à partir de 1967, les armateurs veulent des bateaux plus gros. La fermeture du canal de Suez les oblige à contourner l'Afrique. Les chantiers se développent. Depuis leur création au XVe siècle, ils connaissent leur plus grand essor. 6000 ouvriers travaillent sur le site. Portiques, grues, machines, tout est modernisé. Pendant 10 ans, c'est l'âge d'or de la construction navale à La Ciotat. Nous gagnerons la bataille de la navale. Mais la concurrence asiatique entraîne les premiers licenciements. En 1978, les salariés se mobilisent contre une directive européenne qui limite le nombre de chantiers navals par pays. Les chantiers du Nord et de la Méditerranée. L'heure est à la reconstruction avec la création de la Normed qui regroupe les chantiers du Nord et du Sud de la France. La Normed compte jusqu'à 3000 salariés, mais la fin des subventions entraîne son dépôt de bilan en 1986. Le 30 septembre de la même année, une manifestation tourne à l'affrontement. Les salariés sont en colère. Pour la première fois, le gouvernement Chirac décide de fermer les chantiers navals de La Ciotat. Pour ceux qui le choisiront, nous offrirons un capital personnel, 20 millions de centimes pour prendre un nouveau départ dans la vie. Seule la CGT ne signe pas. Et en 1988, 105 salariés occupent le site. On les appellera les irréductibles. Ils investissent le dernier bateau en construction. Ils n'en descendront que fin 89 quand un certain Bernard Tapie leur promet de créer un chantier de plaisance. On s'est présenté le 1er septembre comme prévu et il manquait que la personne intéressée, Tapie. Après les fausses promesses de Bernard Tapie, c'est l'Exmar qui veut construire des pétroliers géants. Le groupe américano-suédois investit et embauche. Mais un litige avec la banque Worms conduit à sa liquidation. Mais la CGT ne lâche pas et s'oppose à la municipalité UDF qui veut construire une marina. En 1992, le Conseil général rachète les outils des chantiers et 3 ans plus tard, l'activité navale redémarrera progressivement avec la création de la CEMIDEP. La longue lutte des 105 qui n'ont jamais abandonné a fini par payer. Bonsoir Alain Gabé. Bonsoir. Vous êtes à la tête de Sailing Concept. Vous êtes un des pionniers à vous être installé ici en 1995. Alors, est-ce que c'était de l'audace ou de l'inconscience, le fait de s'implanter ici ? C'était du hasard. C'était du hasard. Je suis venu ici pour construire des grands Mistral. Et puis, on était dans la nef d'en face. Et puis, les bateaux sont construits et tout s'est bien passé. Donc, j'ai décidé d'y rester. Et pourquoi vous avez choisi de venir vous implanter ici ? Au départ, c'est pas moi, c'est Pierre Fellman qui avait créé une course qui s'appelait la Grand Mistral et qui devait construire 12 bateaux à cet effet. Et comme c'était en partenariat avec le Conseil général, le lieu était donc évident. Quels sont les atouts que vous trouvez ici à La Ciotat ?
Maintenant, déjà les atouts à la base, c'est l'espace et puis les moyens de levage. Et puis maintenant, bien sûr, c'est tous les atouts qu'on a autour de tous les outils qui se sont créés depuis donc 15 ans et qui font qu'on est quand même un lieu assez exceptionnel pour la réparation navale. On a parlé dans le reportage de Robert Papin que l'on vient de voir des 105 cégétistes. Ils ont travaillé à vos côtés. Est-ce qu'ils ont su s'adapter aux nouvelles technologies ? Moi, je les appelais les furieux. Et le premier atelier en face, j'en avais 30. Ça s'est très très bien passé. Il y a eu une adaptation qui a été assez facile parce que c'est des gens qui étaient techniquement très bons. La seule chose qu'ils ne savaient pas, c'est travailler dans le yacht. Mais ça a été assez facile de les guider là-dedans. Merci beaucoup Alain Gabé d'être venu répondre à nos questions. Alors après la fermeture des chantiers navals de 1986, le port de La Ciotat a réussi à sortir de l'impasse et s'offre aujourd'hui une seconde jeunesse en pariant sur le luxe. C'est un reportage de Ludovic Moreau, Guy Battini et Mathias Julien. Ils sont immatriculés au Luxembourg, aux îles Caïmans ou encore dans les îles anglo-normandes. La Ciotat a pris l'habitude de côtoyer les plus beaux yachts du monde pour une raison simple. Ils naviguent tous, un jour ou l'autre, en Méditerranée. C'est 70 000 de Saint-Tropez, c'est 100 000 de Monaco, et c'est vraiment dans le cœur de la Méditerranée et le centre du yachting. La richesse de La Ciotat, c'est son patrimoine hérité des chantiers navals. Ses grues, ses portiques permettent d'accueillir des navires de 20 à 40 mètres depuis 1994. Mais le grand tournant de cette reconversion industrielle, c'est cet ascenseur à bateau, inauguré en 2007. Il n'en existe que 2 en Méditerranée. Il permet de mettre à sec des navires de 80 mètres de long, un nouveau marché très lucratif. Les clients se dirigeaient plutôt vers l'Italie ou vers l'Espagne, notamment Barcelone. Maintenant, avec l'acquisition de cet ascenseur à bateau, on a donc, entre guillemets, détourné la clientèle vers le sud de la France. Un autre atout majeur des chantiers de La Ciotat, c'est le One Stop. Avec 35 entreprises et 600 salariés, toutes les compétences sont rassemblées dans un même lieu, que ce soit pour le moteur ou pour la transformation du navire. Les propriétaires sont des stars, les capitaines se comportent en stars, etc. Et donc généralement, ils anticipent très peu sur les besoins de travaux. Donc la demande vient souvent à la dernière minute. Et ici, on est toujours disponible parce qu'on a de grosses capacités d'accueil. Et comme les demandes viennent à la dernière minute, il faut pouvoir mobiliser rapidement les compétences nécessaires. Aujourd'hui, La Ciotat est devenue leader européen de la réparation du yachting de luxe. Et pour demain, les entreprises cherchent davantage à diversifier leurs compétences et accueillir des navires encore plus grands, jusqu'à 150 mètres. Il y a toujours les gros riches, et je pense qu'il y a de plus en plus de gros riches avec Chine, avec l'Inde, avec Brésil, etc. Donc normalement, le futur sera assez bon. Bonsoir Jean-Philippe Mignard. Bonsoir. Vous dirigez la CEMIDEP, qui est une société d'économie mixte qui gère les chantiers navals. Pourquoi avoir misé sur la grande plaisance ? Alors pour 2 raisons essentiellement. La première raison, c'est que nous avions à choisir un univers de développement qui ne serait en concurrence ni avec Toulon sur les bateaux militaires, ni avec Marseille sur les bateaux de commerce, puisque la réparation se déroule dans ces 2 ports-là aussi. Et donc le créneau qui s'imposait de ce point de vue, c'était le créneau manquant, celui des bateaux de loisirs et des bateaux de plaisance. La deuxième raison, c'est que dans le monde des bateaux de plaisance, le marché qui nous paraissait le plus intéressant, c'était celui des yachts, tout simplement parce qu'il commençait à devenir plus abondant, plus exigeant, plus organisé, et que nous pensions avoir notre mot à dire dans ce monde-là grâce aux équipements que nous avions hérités de la Normed à l'époque, qui nous donnait une certaine puissance et une certaine disponibilité. Alors votre objectif était de créer un pôle d'excellence. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi aujourd'hui ? Alors l'excellence est un objectif qu'on n'atteint jamais, mais c'est une direction à suivre en tout cas. On n'en est pas encore à l'excellence. En revanche, je pense qu'on a réussi à atteindre maintenant le leadership européen. On est le premier chantier européen en termes de capacité et de yachts traités. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les 5 dernières années, on est passé d'une centaine de bateaux par an à 500 aujourd'hui accueillis dans le port de La Ciotat. Donc on s'est considérablement développé, on s'est imposé sur le marché. On est devenu incontournable. Et quel type d'activité manque encore ici à La Ciotat ?
pour aller plus loin, effectivement, il faut réunir encore d'autres compétences et d'autres métiers. On est en train, par exemple, d'accueillir 2 nouvelles entreprises. Caterpillar France, donc le principal constructeur de moteurs pour ce type de bateau. Une autre entreprise qui est un agent maritime qui travaille pour un millier de yachts à travers le monde. Donc voilà, il faut continuer dans cette direction, avoir ici l'ensemble des métiers qui interviennent sur les bateaux. Donc il reste encore de belles perspectives pour le chantier naval de La Ciotat. Merci Jean-Philippe Minard d'avoir été avec nous. Voilà ce que l'on pouvait dire lors de cette page spéciale sur le chantier naval de La Ciotat. Muriel. Merci Noémie et merci à vos invités. Vous étiez donc en direct de La Ciotat pour évoquer la renaissance des chantiers navals de La Ciotat.